Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur la nouvelle émission de Monty TV. Parlons un peu, parlons. Les événements de 76, ça vous dit quelque chose? Le Kafalamjanga, le Rutaka et le massacre de 76. Là, ça vous parle un peu plus. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler et pensent connaître ces événements sans vraiment réellement mesurer les enjeux de ces événements. On ne sait pas, à part savoir où est-ce que ça a eu lieu, on ne sait pas quelles sont les origines de ces événements. Bien qu'on ait entendu parler à travers des poèmes, bien que nous connaissions des chansons, bien que nous connaissions des expressions comoriennes faisant référence à ces événements, nous ne connaissons pas réellement, en tout cas, beaucoup d'entre nous ne savent pas réellement à quoi ces événements renvoient. Et bien, c'est ce que ce soir nous allons essayer de décortiquer avec le docteur Ibrahim Marwan, docteur en anthropologie, auteur, dramaturge et comédien, que nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir. A tout de suite. Docteur Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir honoré de votre présence. On va commencer tout de suite, parce que je pense que les spectateurs sont impatients de savoir ce que c'est, de quoi on va parler ce soir. Donc moi, je vais commencer par vous demander une définition simple. Parce que le Rutaka, le Kafalamjanga ou les massacres de 76, c'est quoi? Parce que peut-être que parmi nous, il y a des jeunes téléspectateurs qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Alors, le Rutaka, c'est la définition malgache d'un événement douloureux. Le Rutaka a été traduit par massacre, surtout du côté comorien en 1976, au mois de décembre. D'accord. Donc les événements ont eu lieu en décembre 76, c'est bien ça? Ah oui, le 20 décembre 1976, à Majorana, au nord-ouest de l'île de Madagascar. D'accord. Tout de suite, on va essayer déjà de restituer un peu le contexte, le contexte historique et géographique de l'époque, et social aussi, et économique. Géographiquement, où se déroulent les faits? Majanga, c'est où par rapport à... Alors, Majanga, nous sommes au nord-ouest de Madagascar, et puis c'est aussi la côte malgache. Et Majanga est connu par de nombreux Comoriens depuis fort longtemps, avant même le deuxième conflit mondial. D'accord. Et qu'allaient faire les Comoriens là-bas? Alors, les Comoriens, ce sont déjà des îles. Ils viennent d'ailleurs, sur la côte, c'était Swahili. Ils sont des voyageurs, il y avait des navigateurs qui exploraient des endroits, y compris Madagascar. Il y avait des endroits dans l'océan Indien qui étaient prisés par ces Comoriens, Madagascar et Zanzibar. D'accord. Et politiquement, quelles étaient les relations entre les Comores et Madagascar à cette époque-là? Alors, Madagascar et les Comores ont connu un sort commun, parce qu'ils ont connu la même puissance colonisatrice, c'est-à-dire la France, et le sort de Comores était lié à celui de Madagascar jusqu'à 1946, parce que les Comores ont été rattachés à Madagascar jusqu'en 1946. C'est là où les Comores ont été séparés de Madagascar. Donc, déjà, avec ça, il y a un socle commun avec l'île de Madagascar. Et les Comoriens à Madagascar même, comment vivaient-ils? Comment ils étaient bien intégrés? Y avait-il Alors, le mot intégration, c'est un mot à l'époque un peu anachronique. Les Comoriens, ce sont des gens qui étaient comme des poissons dans l'eau. Chez eux, c'était à Majunga, ils étaient des Wapenza, c'est-à-dire des rois là-bas. Voilà, et d'ailleurs, le président de Sédan, le premier président, le père de l'indépendance malgache, il disait que les Comoriens constituaient, dans un discours, la 19e tribu malgache, parce qu'il y a 18 tribus, donc la 19e, ce sont des Comoriens qui étaient à Majunga.
il y avait un contraste quand même, parce que ce sont des Comoriens musulmans, sunnites, de rite chaféite, avec une population chrétienne de Majunga. Donc là-dessus, quand même, il y avait une mésattente, mais qui n'était pas profonde. D'accord. Et économiquement, le niveau de vie des Comoriens dans ces quartiers, mis à part le fait qu'ils se sentaient comme des poissons dans l'eau, qu'ils vivaient bien, qu'ils étaient bien intégrés, le niveau de vie des Comoriens là-bas, vivaient-ils bien? Pourquoi, mis à part l'histoire, le fait qu'ils étaient reliés à la même puissance colonisatrice, etc., les Comoriens, parce qu'on entend souvent aux Comores que parmi les peuples qui ont fait le peuple comorien, il y a le peuple malgache. Oui. Les Comoriens sont aussi descendants des Malgaches. Et là, on a l'impression que c'est, quand vous dites que le président a dit que la dénomination des plus, c'est le Comorien, on a l'impression que c'est un peu l'inverse. Certains Malgaches descendent des Comoriens. Dans quel ordre c'est fait tout ça? Ah oui, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, les Comoriens à Majunga, ils étaient bien intégrés. Ils occupaient quand même des postes aussi importants, ce sont des travailleurs, parce qu'ils ont intégré un concept qui est cher au Malgache, qui s'appelle l'Onkarakar Bomahaj, c'est-à-dire le système de la débrouillardise. Donc il faut travailler, donc ce n'était pas des fainéants qui étaient là et assistaient. Non, ils travaillaient, ils occupaient pas mal de postes importants. Et puis, ce sont des travailleurs, on les retrouvait dans des compagnies, dans des entreprises, et voilà, ils avaient quand même un pourcentage qui était fort élevé dans le commerce de Majunga. Donc, c'est pour les gens que dire que les Comoriens et les Malgaches sortaient à merveille. Ils étaient là-bas chez eux, ils avaient les mêmes droits, les mêmes devoirs, ils s'entendaient bien. Oui, ils s'entendaient très bien. Le président, voilà, Philbert Siran, était content que les Comoriens soient là et que, comme ce sont des travailleurs, ils apportaient une valeur ajoutée, c'est de la plus-value sur l'économie malgache de l'époque. Et aux Comores, ça se passe comment politiquement, socialement? Parce que là, on a vu un peu comment ça se passe à Madagascar, mais aux Comores, c'était qui le président? C'était quoi la situation politique à l'époque? Alors, en 76, parce que là, il faut rappeler qu'on est quand même maintenant après en 76, nous avons dans l'océan Indien, je vais faire un petit peu de la géopolitique et un petit peu chez Yves Lacoste, c'est-à-dire que nous avons quand même des régimes révolutionnaires. Dans cet océan Indien, nous avons Al-Shadi aux Comores, et nous avons la Tsiraka à Madagascar, nous avons aussi aux Seychelles François Albert René, et au Mozambique, sur la côte mozambicaine, nous avons aussi un révolutionnaire. Et la plupart. Si, parce que Al-Shadi accède au pouvoir en 1976, au mois de janvier, il a fait le coup d'État en 1975, le 3 août 1975, et il devient officiellement président au mois de janvier 1976. Et là, Ratzirak est président. Et puis, il y a aussi le président, je l'ai dit tout à l'heure. Et la relation politique entre le régime révolutionnaire comorien et Madagascar, comment était-elle? C'était bonne? On t'aurait dit à Kalissoa, comment étaient les relations? Alors, là, on peut pas, on n'a pas des éléments qui peuvent justifier une certitude au niveau de relations entre les Comores et Madagascar, parce que ce sont des jeunes révolutionnaires. Et les massacres ont eu lieu en 1976. Al-Shadi accède au pouvoir la même année, en janvier. Mais quand même, il y a des connivences, il y a quand même. Ils sont en très bon terme. En très bon terme. Voilà. Rien notable. Non. Ça se passait bien. Non. Oui, le président mozambiquais, c'est Samora Machel. Vous m'excusez pour les auditeurs parce que Samora Machel, c'est quelqu'un qui m'a aussi marqué beaucoup plus. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on va rentrer dans les faits.
puisque vous avez déjà commencé à les évoquer. Donc en 76, il y a ce qu'on appelle le Rutaka, comme vous avez dit, l'événement douloureux, le massacre de 76 et les Katalamjagaya en Chikomoro. Quand est-ce que ça a eu lieu précisément? De quelle date à quelle date ça a eu lieu? Parce qu'il faut qu'on se situe pour vraiment cerner les événements. Alors, les massacres la date, c'est le 20 décembre 1976 à Manjouéga, dans un petit quartier qui s'appelle Fufiu. Que s'est-il passé dans ce quartier-là? Alors, il y a un enfant, Bétré Baka, qui allait dans un endroit où il y avait une famille comorienne, dans la cour de la maison comorienne, et il est allé faire ses besoins. C'est ce qu'on nous a dit. Quand vous dites que Bétré Baka, c'est sa tribu, son clan, sa famille? Oui, c'est une tribu de Bétré Baka. Ils sont du sud. Les Bétré Baka. Ils ont émigré, ils sont allés s'installer à Manjouéga, et cet enfant Bétré Baka est allé faire ses besoins dans une cour comorienne de ce quartier de Fufiu. Et le responsable familial comorien a pris les excréments de l'enfant et il l'a barbouillé. Le Comorien qui est responsable de cet acte de barbouiller l'enfant avec les excréments, l'a-t-il fait en connaissance de cause? Savait-il ce que cela voulait dire? Non, c'est un acte provoqué par la colère, un état de névrose. Donc le fait que l'enfant est venu dans sa cour et faire ses besoins, donc, il s'est senti un peu malmené et il a réagi d'une façon disproportionnée. D'accord. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'affaire a pris de l'ampleur, il y a eu une délégation comorienne qui voulait trouver une solutionner le problème et qui a proposé une médiation. Donc là, au début, ils avaient proposé qu'il y ait réparation. Le mot a été employé, réparation. Ils ont proposé un zébu, plus de l'argent, et il y a eu une surenchère parce qu'on est allé jusqu'à 10 zébus. D'accord, ok. Et la délégation comorienne a tout fait pour calmer. Oui, a tout fait, et même l'article qui a été fait par mon ami Kamal Sendou à l'époque, en 2006, parce que lui aussi est allé à Manjouéga faire des enquêtes là-dessus, il montre cet épisode. Donc les Comoriens, ils étaient très ouverts à la discussion. Ils voulaient trouver une solution. D'accord, mais qu'est-ce qui a empêché alors la solution d'abord? Alors, c'est là où la plupart des gens, les observateurs, disent qu'il y avait, ils avaient pensé, il y avait quand même quelque chose qui envenimait le vivre ensemble entre Comoriens et Malgaches à Manjouéga. C'est-à-dire, l'enfant serait envoyé exprès pour faire ça, l'enfant... Oui, parce que de toute façon, il y a eu un désaccord en 71, mais pas de cette taille-là, mais ils ont trouvé une solution. D'accord. Il y a eu une maladresse qui a été faite par un Comorien, et ils se sont réconciliés, les Comoriens et les gens de Manjouéga. Quelle maladresse? C'est passé quoi? Il y a eu, je ne sais pas exactement le sujet, mais ça a une forte ressemblance. Je ne peux pas m'avancer directement vu que je n'ai pas eu les tenants et les aboutissants de cette affaire. Donc l'enfant qui serait parti en gros faire ses besoins dans la cour des Comoriens ne l'a pas fait par hasard. Oui, et puis c'était un enfant. Donc c'est par hasard. Oui. La question c'est qu'on dirait qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une manipulation au moment des faits. Est-ce que l'enfant il est juste parti dans une cour, il a fait ses besoins, ou il est parti dans le but de provoquer? C'est ça la question. Voilà. Là, tu poses une très bonne question parce que la plupart des gens pensent qu'il s'agit là d'un prétexte. Voilà. Ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure, à une provocation. Voilà.
parce que l'ampleur qu'a pris cette affaire, après l'acte, était quand même disproportionné. D'accord. Donc l'acte a eu lieu, la communauté comorienne essaie de trouver une solution, les Malgaches et les Bétséab ils refusent. Oui, et après, ça se passe quoi? Alors, les Bétséab refusent la conciliation. Là, nous sommes encore au niveau du ouais, quartier. Et là, ça tombe bien parce que ce soir, c'est le 19 et l'acte s'est produit le 19. D'accord. Le 19 décembre 76. Ça fait 39 ans. Voilà, jour pour jour, ce soir, voilà, c'est 39 ans. Et le lendemain, les Comoriens pensaient que c'est Bétséab allait trouver une façon de faire pour ne pas mettre les gens mal à l'aise ou parce même pas que voilà pour calmer qu'il n'y ait pas en tout cas un conflit qui coûterait cher les deux communautés qui vivaient ensemble pendant fort longtemps. D'accord. Et les autres tribus qui vivaient dans ces quartiers-là, où il y a eu ces Fifiou. Comment ils fait pendant cette période? Parce qu'ils étaient au courant du problème qu'il y avait entre les Bétséab et les Comoriens, où il n'y avait que les deux communautés là-bas. Là, on va voir la complicité pendant le déroulement des massacres. D'accord. Parce que les massacres, déjà, juste une question avant de rentrer dans le massacre, ils ont commencé quand? Le deuxième jour? Oui, le lendemain de l'acte. Là, le premier Comorien. Et c'est là où c'est terrible parce qu'il a été assassiné au commissariat de police, là où il devait être protégé. D'accord. Donc c'est le Comorien qui était responsable. Le responsable de cet acte qui a mis les excréments à l'enfant s'est réfugié au commissariat de police de Mahabibo et les Bétséab sont avec la complicité, bien sûr. Ils ont même pris le devant les Tandrouilles. Là, nous avons une autre tribu qui s'appelle les Tandrouilles du sud, même, comme les Bétséab, qui ont pris le devant et qui ont fait le sale boulot. Ils voulaient que la police à Mahabibo leur donne cette personne-là pour qu'il soit lynché. Voilà. Et à côté, il y a la mosquée de vendredi. Et ils sont allés jeter des cailloux dans cette mosquée. Il y avait une forte présence comorienne au sein de la mosquée. Et ces Comoriens, ils voulaient se protéger, ils ripostaient, mais comme ils étaient à l'intérieur, ils étaient enfermés, ils étaient privés de leur moyen de riposte. Donc, et c'est comme ça comment ça dégénère. Ça a commencé. Donc, si je comprends bien, quand les événements ont commencé, quand le massacre a commencé, les Comoriens étaient un peu isolés, ils étaient tout seuls. Oui, parce que là, il y a deux tribus qui sont rentrées dans. Bon, en jeu, parce qu'en nombre, les Comoriens étaient supérieurs. D'accord. Que les Bétséab. Donc, il a fallu de la complicité, de l'appui d'autres tribus, notamment les Tandrouilles, ce qui les intéressait, c'est l'argent. Ces gens-là. Payés par les Bétséab. Les Bétséab pour faire de sa boulot. Voilà. Donc, ils viennent de Tulia, au sud de Madagascar. Et là, ils ont créé un concept de solidarité pour commettre l'irréparable. Et pendant ce temps, l'État malgache, il était. Alors, là pour l'État, je vais en parler, mais après. Parce que là, il y a le déroulement du 20 au 21. Là, personne ne bouge. Il y a eu même des communiqués consistant à dire que les Comoriens, ils doivent rester chez eux. Et là, nous avons des quartiers comme Manga, où il y avait une forte communauté comorienne, mais d'origine anjouanaise. Nous avons aussi un l'abattoir qui était le fief des grands Comoriens, surtout venant de la région de Bambao. L'abattoir, c'est le nom du quartier, c'est pas. Oui, l'abattoir, c'est le nom du quartier. Oui. Il y avait pas mal de gens venant de Bambao Yambali, d'Ikoni, de Bambao Yadjou, donc Kazi, et il y a d'autres grands Comoriens. Mais les grands Comoriens, ils étaient à l'abattoir. Quand ils ont commencé, ils ont lynché, donc ils ont tué le Comorien qui s'était réfugié au commissariat avec l'aide des Tandrouilles. Après, il y a eu des communiqués disant qu'on aurait dansé chez eux. Et après, c'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le jour d'après, il se passe quoi? Les Tandrouilles et les Bétséab,
ils ont investi les quartiers qui avaient des Comoriens, notamment Manga a été incendié, le quartier des Anjouanais. L'abattoir, pareil, il y a eu des viols et pas mal d'assassinats à l'intérieur de leur maison. Donc, ils n'ont pas pu se défendre. Moi, j'ai un témoignage d'un chef de l'abattoir, le chef Massoud de Ligoni, qui raconte le drame de façon douloureuse, parce que lui, il a assisté à l'assassinat de quelqu'un de sa famille qui a été assassiné par sa propre soeur. Les talus ont donné le couteau à la sœur pour tuer son frère. Et depuis, cette fille-là, une très belle fille, moi en 92, elle avait déjà perdu la parole. Donc, les Comoriens, parce que là au début j'avais juste dit que les Comoriens étaient plus nombreux. Pourquoi il n'y a pas eu de résistance? Pourquoi ils ne sont pas défendus? oui, parce que là on a l'impression que. il y a eu quand même, les Comoriens se sont entendus pour les jamais s'entendre. Et ils ne se sont pas entendus sur la méthode, la façon de se défendre. D'accord. Parce qu'ils étaient surpris. Ça allait vite, le Routaka. Donc ils n'ont pas pu se concerter et avoir une stratégie et une tactique. Donc ils avaient plein, ils n'avaient pas un plan de défense ou d'autodéfense. Parce que c'est là l'autodéfense. Quand les Comoriens étaient déjà repliés dans leur maison, voilà, ils ne pouvaient pas se défendre. Et justement, le vrai problème, c'est qu'on ne sait même pas qui diffusait ces communiqués, qui insistait sur le fait que les Comoriens devaient rester chez eux. D'accord. Ils diffusaient comment? Par voie de radio? Il y a ceux qui nous ont dit qu'il y avait des radios, il y avait par le bouche à oreille. En tout cas, il y a eu un message qui a été passé, les Comoriens ne doivent pas sortir pour se sauver, ils doivent rester chez eux, parce que s'ils sortent, là ils restent gros. Donc c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. Ils ont entouré dans leur quartier. Voilà, pour mieux préparer le coup et les massacrer. Et ça dure combien de jours? Alors, le massacre de 216 de Routaka de 216 a commencé le 20 jusqu'au 22. Jusqu'au 22. Donc, 3 jours de massacre. Et là, à Majunga, la ville a été quand même saccagée, incendiée, des Comoriens violés, mutilés, et le drame était insupportable. En tout cas, dans les maisons, il y avait des corps qui jetaient dans les rues de Majunga. Ça avait lieu en plein jour. En plein jour, la nuit, voilà. Donc, et même dans les bus, on faisait descendre les Comoriens ou les gens qui avaient un nom à connotation musulmane. D'accord. Donc, parce qu'ils disaient, l'identité remarquable de ces Comoriens, c'est qu'ils sont musulmans. Donc, le nom, s'il y a une consonance musulmane, c'est qu'il s'agit là d'un Comorien, il ne faut pas aller loin, donc il faut le massacrer. Combien de Comoriens ont été touchés par ce massacre? Combien de victimes? Des victimes. Alors, là, les chiffres qui sont donnés divergent, parce que nous avons. Il y a ceux qui avancent le chiffre de 2000. 2000. En 2 jours, il y aurait 2000 victimes. 3 jours. D'accord. 3 jours, du 20 au 22, c'est 3 jours, il y a eu 2000 personnes assassinées par les Betsébaka et les Atangoui. Mais il y a d'autres chiffres, il y a ceux qui avancent le chiffre de 700. D'accord. Il y a ceux même qui sont complaisants en disant que c'est 150. D'accord. Voilà, c'est à ne pas tenir compte, ce genre de. Mais quand les Tandroïs et les Betsébaka ont commencé à massacrer les Comoriens, ces événements ont-ils été seulement limités à ce quartier-là ou c'était étendu sur toute l'île? Alors, c'était limité au niveau de Majunga, à l'abattoir, à Manga, à Morafine. Il y a aussi Tsaradan. C'est dans ces quartiers-là où il y avait une forte présence comorienne. Voilà, les
forces de Tsarevaka et Tandoui se sont déployées pour le massacrer. D'accord. Et le reste, les 17 autres tribus malgaches pendant ce temps, c'était quoi leur positionnement? Était-il impuissant? Était-il complaisant? Était-il complice même? Oui, il y a deux thèses. D'accord. La première consiste à dire que tous les malgaches étaient complices. Il fallait se débarrasser de ces Comoriens qui commençaient à bien faire. À Majorga, qui avait le monopole économique, qui était d'une religion autre, et qui était méprisant, orgueilleux, vaniteux, ça a été dit par un intellectuel, entre guillemets, parce que pour moi c'est un cadre en bois. Hein. Donc voilà, ce sont des propos qui ont été avancés, hein, des arguments, voilà, par des malgaches. Je pense que la complicité n'est pas à écarter. Voilà, la complicité, je ne sais pas, est-ce que c'est de la totalité Oui, des malgaches ou de certaines tribus malgaches qui ont croisé les bras, et surtout au niveau de l'État. D'accord, oui, donc ça c'est, on y viendra au niveau de l'État, mais la complicité, peut-on aller jusqu'à dire que ceci est un coup monté, que l'enfant a été envoyé dans le but de provoquer ce genre? Pour la simple raison que quand l'acte a été fait, le Comorien, la communauté comorienne a déploré, a condamné avec toute force cet acte abominable, voilà, qui portait atteinte à une tribu malgache. Tout le monde, à l'unanimité, ils étaient contre les Comoriens. Donc ils ne voulaient pas la guerre, ils ne voulaient pas envenimer les relations entre eux et les malgaches, et surtout les Betsareba. D'accord. Et comment cela s'est-il... Parce que vous avez dit que l'événement a duré 3 jours. Oui. Pourquoi se sont-ils arrêtés au bout de 3 jours? Pourquoi on ne s'est pas... Oui. Il est resté plus de Comoriens. Alors, c'est passé quoi? Là, il y a la police. Là, c'est vraiment là où le bas blesse. Parce que la police a assisté comme des spectateurs au massacre. Et il y a même une version qui dit que la police a incité à donner même des armes aux Betsareba d'en finir avec ces parasites. Ces parasites, en parlant du Comorien de la vous citez les parasites. Vous employez le mot parasite, vous êtes en train de les citer, c'est ça? Oui, parasites parce qu'ils sont là pour piquer le repas des malgaches. Voilà, l'économie malgache de Majorga était aux mains des Comoriens. C'est vrai qu'il y avait quelques excès de langage de la part de certains Comoriens, mais pas toute la communauté comorienne qui s'était affichée parfois un mépris à l'égard de ces malgaches, en disant que nous sommes de Wapenda, des rois. C'est des choses qui élevaient les malgaches. Mais ils n'allaient pas jusqu'à créer un massacre de 2000 personnes. D'accord, donc au bout de 3 jours, il se passe quoi? Pourquoi? Alors, la police de Mabibo a assisté, voilà, comme spectateur, voilà, à ce genre de massacre. Et puis, il y a eu une intervention des militaires qui étaient à Diego Suarez. Diego Suarez, c'est là où les Français ont débarqué en premier à Madagascar, sur le port, voilà, et qui sont venus en renfort à Majorga parce qu'ils ont quand même senti, l'État malgache a senti que voilà, ça commençait à dégénérer, a pris une autre tournure. Donc voilà, c'était insoutenable. Voilà, ils étaient obligés d'agir. D'accord. Et comment ont-ils agi? Donc, quand les militaires qui étaient à Diego Suarez sont arrivés à Majorga, je commençais à mettre les gens dans le droit chemin, quoi. C'est le feu, à intervenir, à s'interposer, à dire que voilà, il faut retourner dans une situation normale. Donc il y a eu une interposition d'une force, d'une vraie force. Mais celle qui était là était complice. Est-ce qui est sûr? Donc, après l'arrivée des forces de Diego Suarez, qui ont remis un peu d'ordre dans la ville de Majorga, j'ai une question qui me... Pendant ce temps, l'État comorien faisait quoi?
Alors, Parce que là, vous avez dit qu'une partie, en tout cas, selon une des thèses, c'est qu'une partie des autorités malgaches se trouvant en Majunga était complice, mais l'État comorien, à l'islam à l'époque. c'est le régime qui était un peu coupé du reste du monde, de la France est partie, ils n'avaient pas de moyens énormes en 1976, l'État comorien révolutionnaire. Donc, pour se mettre au diapason de l'information et être à la hauteur de ces événements, il a fallu quand même du temps. Donc, ils ont pu être vraiment en contact avec les gens à Majunga après une semaine. Et là, il y a eu bien sûr une diplomatie comorienne qui a commencé à fonctionner. Ali Sadi voulait à tout prix faire rapatrier les Comoriens. Et donc il a envoyé Moussa Abdallah, à l'époque, qui était son ministre des Affaires étrangères, pour aller à Tana et discuter avec les autorités malgaches, et plus particulièrement à Ratsiraka, pour lui expliquer que voilà, il faut faire en sorte pour que les Comoriens retournent. Et ils sont retournés. Alors, les Comoriens, il y a eu plus de 17 000 Comoriens qui sont retournés, environ 1200 à Mayotte, et le reste, 16 000 dans les autres îles, notamment en Grande Comore, une grande partie en Grande Comore, en juin et en mai. D'accord. Donc il y a ceux qui ont pris des bateaux. Il y en a qui sont restés. Oui, c'est-à-dire que les Comoriens, ce qu'on appelle les Sabénins, parce qu'ils ont pris, l'État comorien avait sollicité le concours, l'aide de l'État belge pour essayer de les aider dans ce genre de choses, pour rapatrier ces pauvres Comoriens malmenés, meurtris dans leur chair à Majunga. Donc l'État belge a répondu positif à la demande des Comoriens. Donc ils ont dépêché la compagnie Sabena, les avions Sabena, pour rapatrier les Comoriens. Il y a ceux qui ont Sabena. Mais là, il faut différencier entre les Comoriens qui sont nés à Majunga, ce qu'on appelle les Comoriens de la deuxième génération, ce qu'on appelle les Anatanes, les gens de la terre. Là, il y a les Comoriens, les Adjouts, les Comoriens qui sont venus s'installer, qui n'ont pas, qui avaient cette idée de retour, parce que les Comoriens qui ont quitté les Comores pour aller à Majunga, c'est pour aller faire un passage. On remarque aussi ce phénomène ici, les roulis du Pachare au Mali. Donc, mais on constate que en fin de compte, c'est pas resté. On a pris le meilleur avion, mais le roulis n'a jamais été, le retour n'a jamais été réalisé, quoi. D'accord. Et le rapatriement, comment s'est-il passé? Alors, des semaines entières, oui. Donc l'État comorien était sur le vif. Il y avait, sauf qu'il peut, les familles étaient censées accueillir ces gens-là. Il fallait faire avec les moyens de bord de l'époque. Sachant que comme il y avait des Comoriens de la deuxième génération, c'était chez eux, à Madagascar. Oui, c'était chez eux. Ils ne connaissaient pas. Et connaissant aussi les Comoriens, ce qu'on appelle les Mavandi. Les Mavandi à Madagascar, c'est les mensonges. Les Mavandi, c'est-à-dire que les Comoriens de Mada, quand ils sont rentrés aux Comores, dans des circonstances pareilles, ils n'étaient pas fiers, et ils étaient mal vus, et ils disaient que oui, mais nous avons oublié nos valises là-bas, les fameux Tiranka, alors qu'ils n'avaient rien oublié. Donc c'était un petit peu ça, le côté triste. C'était un peu l'Eldorado là-bas. Oui, l'Eldorado, ils ne pensaient pas qu'ils allaient un jour retourner, mais pas de cette façon-là en tout cas. Ils avaient tout perdu. Oui, expliquer aux familles que voilà, nous, on a tout ce qu'on avait, on a laissé là-bas, mais on va. Mais la majeure partie des familles, des Comoriens rapatriés, ils allaient quand même dans leur famille, c'était pas juste des familles d'accueil. Ah oui, la plupart sont accueillis par les grands, leur propre famille des îles. Et ce qui est très intéressant, ces gens-là,
ils sont venus, peut-être ça c'est un autre aspect du problème qui est très intéressant avec l'esprit de la débrouillardise que j'avais dit au début, le Karakara Bomahazu, ils sont venus parce qu'ils n'ont rien. Ils sont un petit peu méprisés, ils n'ont pas fait le grand mariage pour les grands Comoriens. Voilà, c'est des Comoriens meurtriers, de part et d'autre. Là-bas, ils sont vus comme des Comoriens, et ils sont vus comme des Malgaches. Oui, des Malgaches, des Sabénans, voilà. Donc, c'était une situation qui était quand même très difficile à vivre. Et suite à ces événements, qu'est-ce que ça a changé entre les rapports des communautés? Parce qu'on a dit que voilà, les communautés, les Comoriens, ceux qui sont restés, parce qu'il y en a quand même qui sont restés. Oui, et un grand nombre. Il y a des Comoriens qui sont retournés à Majunga, à l'abattoir. Nous, en 92, quand nous sommes allés à Majunga, à l'abattoir, on trouvait déjà une présence comorienne. Voilà, des gens qui étaient partis. Qui ont dit que voilà, nous, on ne peut pas rester là-bas, il faut que nous retournions parce que voilà, ça c'est notre terre. Ouais. Donc, moi j'avais vu une mère d'Ikoni qui, elle, me disait que voilà, moi j'ai tout misé à Majunga. Qu'est-ce que je vais faire là-bas à Ikoni? Je vais rester sur la place de missionnaire et garder le goût? Non! Donc, voilà. Et donc, les rapports entre la communauté comorienne après le massacre et le Malgache, c'était comment? Y a-t-il eu une réconciliation? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu une réconciliation, c'est-à-dire, moi je pense que peut-être avec le temps, ça va se faire. Ça va se faire parce que quand même c'est. Donc, ça s'est pas fait jusqu'à même. Oui, en tout cas, lentement, parce que les propos contenus, les tangrouilles sont des propos vraiment durs à l'égard des Comoriens, parce que nous ont dit qu'on n'a pas achevé notre travail. Voilà, les tangrouilles. Là, je pense que peut-être avec le temps, les Comoriens, et d'ailleurs les Comoriens ils ont compris, ils n'ont pas voulu parler de ces événements, surtout sur la place publique. Vous voulez dire que les Comoriens qui vivent à Majunga aujourd'hui, ils vivent encore dans la peur? Oui, mais dans la peur au ventre, parce que quand même plus de 40 ans après. Ah oui, mais c'est une communauté qui a fondé tout son savoir-faire sur cette tradition orale. Donc cette histoire, quand elle est racontée aux autres, elle reste quand même. C'est en 1976, et les stigmates de ces massacres sont là. D'accord. Donc aujourd'hui, les deux communautés vivent côte à côte, mais... Voilà, oui. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres enjeux. Disons que le régime malgache, comorien, il y a eu un changement de régime. Et d'ailleurs, on avait avancé même la thèse que, vu que la Tsiraka et les solutions de révolutionnaires, c'est un complot mené par ces deux présidents révolutionnaires pour faire en sorte à ce que les Comoriens rentrent chez eux, qu'ils aillent travailler, aider le jeune État révolutionnaire comorien. Donc, ça, c'est une thèse qui a été avancée à Majunga. Par les Comoriens ou par les... Oui, par des Comoriens, un peu le feu. Ma question maintenant, c'est de savoir comment étaient les rapports entre l'État comorien et l'État malgache après les massacres de 1976. C'est-à-dire que l'État malgache, en quelque sorte, reconnu d'une façon implicite, voilà, sa responsabilité dans ce massacre. Et d'ailleurs, il y a eu un livre blanc qui montrait que voilà, il faut qu'il y ait réparation, il faut aider ces Comoriens qui sont malmenés, qui sont rentrés chez eux d'une façon bredouille. Voilà. Mais ce livre, personnellement, moi je ne l'ai pas vu. On avait rencontré. Qui l'a C'est les deux États. En 76 même? En 76, un accord, c'est le livre blanc, c'est un accord qui consistait à mettre les deux parties sur une même longueur d'onde. Et Mouzawar, en 92, parce que nous sommes retournés en Comores après, pour aller interviewer
questionner les Comoriens qui n'étaient pas retournés à Majunga et voir aussi le ministre des Affaires étrangères de l'époque, essayer de comprendre ce qui a été fait et au niveau des rapports entre le gouvernement malgache et Al-Shari. Alors là, il y a eu quand même une situation apaisée. Al-Shari avait intérêt. Ratsiraka aussi. Parce que, quand même, ce sont deux révolutionnaires. Hein. Ils n'étaient pas majoritaires chez eux. Donc, ils sont entendus plus ou moins. Oui, oui. Et il y avait quand même une version chez eux qui consistait à dire que la France était derrière. D'accord. Oui, oui. C'est-à-dire créer la France aurait monté pour déstabiliser à la fois le régime révolutionnaire d'Al-Shari et celui de la Tsiraka. Donc, c'est parmi les thèses avancées. Hein, mais voilà. Et le regard de la population malgache, parce que là on a parlé un peu des Comoriens qui vivent encore toujours aujourd'hui la peur au ventre. Hein. Oui. Mais le regard des malgaches sur la communauté comorienne. Alors là, nous avons deux ou trois tendances qui se dégagent au niveau malgache, en tout cas en ce qui concerne Majunga. Il y a les malgaches qui sont durs, les extrémistes. Je pense que ces gens-là ils sont des gens méprisants. Il faut faire en sorte qu'ils dégagent. Ils avaient le monopole, ils nous ont incité à faire n'importe quoi. C'est eux-mêmes qui étaient à l'origine de ce massacre. Donc, toute la responsabilité est rejetée de façon ouverte aux Comoriens. Il y a une autre tendance qui est mitigée, ce que j'appelle les bagabégués, c'est-à-dire dire, ne pas dire, mais partager, donc ambigu, qui pensent que les Comoriens sont pas mal parce que ils font quand même, c'est des travailleurs, ils apportent quelque chose à l'économie malgache, notamment en Majunga. Et il y a une troisième tendance qui elle, est ouverte. Je dis que nous sommes des gens issus de la même histoire. Nous sommes côte à côte. La plupart des Comoriens ont épousé des malgaches. C'est rare qu'une Comorienne soit épousée par des malgaches. Voilà. Donc, ils ont des enfants dans tous les quartiers, à Mabibo, Tsaramandroussou, Ambounin, Tsaramandroussou, Morafine, dans tous les quartiers de Majunga. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on remarque que, je ne sais pas si la tendance s'est inversée ou ça a toujours eu lieu, il y a beaucoup de malgaches aujourd'hui aux Comores aujourd'hui. Ah oui? Oui. Ça a eu lieu, c'est quelque chose qui a toujours existé ou c'est venu après? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quand même eu ces événements qui ont quand même été d'une rare violence. Apparemment, les plaies ne sont pas réellement refermées, ceux qui vivent là-bas vivent dans la peur. Mais aujourd'hui, nous assistons quand même à beaucoup de Comoriens qui vont soit pour des soins, soit pour les études, soit pour le commerce. Mais il y a aussi le mouvement inverse, il y a de plus en plus de malgaches qui viennent au Comores. Ah oui, parce que là maintenant, il y a des échanges qui se sont développés dans l'océan Indien, dans le cadre de la COI, il y a quand même des régimes soi-disant démocratiques, mais qui essaient de favoriser les échanges, le mode de déplacement, et qu'ils trouvent que les malgaches, ce sont des travailleurs. Quand vous allez au marché pour le vol, eux ils ont l'esprit, le caractère beau, donc en fait, c'est devenu les Comoriens ils font ce qui est reproché aux Comoriens. Voilà, c'est ça. Ok. Ça s'approche de la fin de notre émission. Ma question maintenant, ce serait de savoir les Comoriens qui ont été massacrés là-bas. Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, là. Les corps ont-ils été rapatriés? Non, il n'y a pas eu de rapatriement des corps. Déjà rapatriés, ceux qui étaient vivants étaient un vrai problème. On ne parle plus de cadavres. Les Comoriens n'avaient pas besoin de cadavres, ils avaient besoin de vivants. Voilà. Donc, ils étaient, enterrés dans des fosses communes. Là, il y a le cimetière d'Antani Massaja. Antani Massaja, c'est pas loin de. C'est à Majunga. On les
mais là, il n'y a pas de traces, voilà. Donc, il n'y a pas eu un mausolée ou quelque chose symbolisant ce massacre. Le devoir de mémoire, oui. Il existe encore aujourd'hui. Oui, le cimetière existe, mais l'endroit précis où on a enterré les corps comoriens, voilà, est quasi disparu. On a du mal, en tout cas, à reconnaître cet endroit. Nous, on a essayé avec le docteur Afand de trouver un moyen pour localiser l'endroit et puis créer une sépulture, quelque chose symbolisant le devoir de mémoire. D'accord. Et la réparation qui avait été. Alors, la réparation, là il y a plusieurs versions. Il y a une version qui est celle des autorités comoriennes de l'époque, que voilà, l'État malgache avait accepté de donner plus de 4 milliards aux Comoriens. À l'État comorien ou comorien? Oui, à l'État comorien sinistré, passé par le biais de l'État comorien. Il y a ceux qui disent que, vu que c'est Ali Chadi qui était le responsable de ce massacre, donc voilà, il n'y a pas de réparation. D'accord. Ça, c'est une thèse défendue sous le régime Abdallah. D'accord. Par des gens. Donc ils disent, le régime Abdallah dit quoi? Ils disent qu'il y avait. Pas le régime Abdallah, c'est-à-dire que dans ce régime, il y avait cette tendance en tout cas. Oui, mais je comprends, mais moi ce que je viens à préciser, c'est est-ce qu'ils disent qu'ils se sont mis d'accord, mais la réparation n'a pas eu lieu, ou il n'y a jamais eu d'accord? Alors, quand des gens disent que voilà, c'est le Chadi qui est le responsable de tout ça, là l'État malgache a dit voilà, merci. Parce que ça arrange l'État malgache. C'est cette opinion, cette thèse, elle est majoritaire ou c'est. Je ne sais pas si on n'a pas fait un sondage pour savoir si, en tout cas, ça a été dit, de façon officielle. Donc, c'est une position. C'est l'État comorien qui l'a dit? Oui, en tout cas, pas des autorités comoriennes. Et cette position arrangeait les Malgaches. Alors, oui. Et le livre blanc est devenu caduc. D'accord. Donc, il n'y a pas eu réparation. Il n'y a pas eu réparation. Il y a eu opération, mais pas réparation. Il n'y a pas eu opération. Il n'y a pas eu réparation. Et donc là, on est d'accord que peut-être que le livre blanc, on ne sait même pas s'il a réellement existé ou pas. Selon le ministre des Affaires étrangères, Mouzawat et d'autres, quand même, nous ont dit que c'est vrai qu'il y a eu cet accord entre le gouvernement comorien et malgache pour essayer de trouver une attente, un mode de règlement. Quand vous avez fait votre enquête en 92, oui, c'était en 92. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette enquête? Alors, moi je me suis trouvé à Majunga, je suis un aventurier, et là je rencontre une dame qui étudie à l'INALCO, l'Institut des langues et des civilisations orientales, Marie Selto, qui rédigeait son mémoire de maîtrise. Et le titre, c'était le Routaka. Et docteur Ali Afand m'a dit, mais écoute, Ibrahim, toi qui t'intéresses de ces choses-là, c'est le moment d'aller. Voilà. Et nous, pour moi, c'était difficile parce que je ne parlais pas malgache et que nous étions obligés d'aller à la rencontre des Bitzreba et des Tanrou. Il y a une anecdote que voilà, on a failli même, un moment, quand on avait un entretien avec des Tanrou qui nous ont reçus chez eux et qu'à la fin, quand on a commencé à évoquer l'expression même de massacre, et là du coup ils nous ont malmenés. Donc moi j'avais peur parce que j'étais avec une étrangère. Voilà, c'est pour peut-être apporter une suite à la question que tu as posée, que les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Et quand vous êtes allé voir les Bedex là-bas, j'imagine que vous êtes aussi allé voir des Comoriens là-bas. Si, on a vu des Comoriens. On a vu surtout à ma. Ils vous ont aidé, ils ont témoigné. Oui, on a témoigné, par exemple, Cheikh Mansour. Voilà. Et c'est là-bas que vous l'avez. Oui, on l'a rencontré à Majunga, à Batouar. Il y a des jeunes gens quand même qui nous ont aidés. Et ce qui est très intéressant, c'est le
profils, hein, des gens interviewés, parce qu'il y a ceux qui ont raconté n'importe quoi, qui disaient que voilà, que c'est le massacre de 116 qui les a ruinés, et après on a quand même trouvé d'autres propos qui contredisaient ce qu'ils ont dit, voilà, mais quand même on a interviewé pas mal de Comoriens. Donc, avez-vous eu l'occasion avant aujourd'hui de rendre public vos travaux sur le massacre, sur le Lutaka? Sur le Lutaka, non, parce que j'estime qu'il faut vraiment bien préparer ça. Et puis, en ce qui concerne le devoir de mémoire, faire quelque chose de grandiose. Qui n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Oui, qui n'a jamais été fait. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a eu plus de 2000 Comoriens qui ont été massacrés, livrés à eux-mêmes. Je pense que c'est la tragédie de l'immigration comorienne. Depuis 1957, lorsque le premier Comorien s'est installé à Marseille jusqu'à nos jours. C'est le Lutaka de Majunga. Donc je pense que cela mérite vraiment une vraie célébration, une commémoration pour rendre hommage à ces gens-là, victimes de l'ignorance et de la barbarie humaine. Juste avant de finir, parce qu'on approche de la fin de notre émission, si on devait, parce que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas les détails en tout cas de cette affaire, mais le peuple comorien est-il un peuple sans mémoire? Comment se fait-il que, d'après vous, du point de vue de l'anthropologue, des anthropologues, comment se fait-il qu'on n'en ait pas parlé plus que ça, ou qu'il n'y ait pas eu ce devoir de mémoire, ou a-t-il eu lieu à d'autres endroits, ou de manière... Comment se fait-il que ça soit resté quand même dans quelque chose de... On ne sait pas trop, c'est limite devenu un mythe, on ne sait pas trop si ça a eu lieu réellement ou pas, est-ce que c'est grave, c'est pas grave. Il y a un chanteur, oui, c'est Salim Diamir, qui disait que, et comme les Comoriens qui sont, le Comorien n'a pas de mémoire. Le devoir de mémoire, il faut avoir au moins de la mémoire. Donc, moi je pense que c'est dû au manque, mais cruel, d'un État. Oui, les citoyens sont désorganisés, la crise comorienne est structurelle. Donc, dans une société qui est déstructurée, qui n'a jamais connu de vraies structures étatiques, les citoyens ne peuvent pas avoir une... Je pensais que ça devait être l'initiative doit venir de l'État, ne peut-être pas venir de moi je pense, contrairement à ceux qui pensent que cette initiative doit venir de l'État, je vais les décevoir. Parce que je pense que ça doit émaner de la base. La crise comorienne, dans tous les domaines, est structurelle. C'est une jungle. C'est-à-dire que... Concernant le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est la tâche de ceux qui ont accédé au savoir, de le faire savoir. De ne pas avoir peur de le dire, de le défendre, de défendre ce concept noble qui manque au peuple comorien. Au peuple comorien, c'est-à-dire qu'il y a une confusion de gens qui étouffe les causes nobles. Notamment le devoir de mémoire, surtout ce qui s'est passé à Majunga. Ok, docteur Ibrahim Darwan, merci beaucoup. Ici, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons été heureux d'accueillir le docteur Darwan, anthropologue, comme je l'ai dit, mais aussi auteur et dramaturge, comédien comorien, qui nous a parlé du Lutaka, du massacre de 1976. Nous espérons le revoir dans d'autres émissions chez nous. Ce fut un plaisir. Merci et au revoir. Et je vous remercie. Au revoir.